voudrais, avant de commencer ma présentation, vous dire, ça c'est à Pierre Fabre, à la Fondation Pierre Fabre que je m'adresse, toute la reconnaissance de l'Afrique centrale en général et de l'OCEAC en particulier pour cette réelle opportunité, ça il faut le dire, que vous nous donnez pour échanger avec vous sur cette dynamisme, sur ces actions que nous avons au niveau de la sous-région pour barrer la route à cet important fléau qu'est la contrefaçon et les circuits illicites. Le professeur Toumi l'a dit tout à l'heure et j'ai bien compris qu'au niveau de l'Afrique francophone, beaucoup de choses sont faites, mais très peu diffusées. Alors, avant de vous parler de notre mobilisation, j'ai voulu vous faire vivre en 5 minutes, 4 à 5 minutes, vraiment ce que nous vivons tous les jours au niveau de l'Afrique centrale. Ça, on a réalisé un documentaire, je vais vous prier de le regarder. Ce documentaire a été réalisé dans les rues de Yaoundé et partout ailleurs par nos amis du NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, et ils ont autorisé que ce documentaire soit diffusé ici. Je reviendrai juste après pour les précisions. Voilà. Allez, on part tout de suite au Cameroun, à Yaoundé, voir concrètement ce qu'est la vente de médicaments sur un marché. Falsified and substandard medicines are a major public health concern in Africa. Medicines make their way through complex channels of primary and secondary wholesalers as well as retailers. Many countries in Africa have areas where more than 30% of the medicines on the market can be falsified and substandard. It has been acknowledged that the problem of falsified and substandard medicines cannot be tackled by one country alone. It is a global issue and must be tackled at international and regional levels. I'm careful not to buy the medications on the street. You know, for economy reasons, a lot of people are buying it. They are cheaper than the ones in the pharmacy. De médicaments contrefaits, ça existe. Et nous vivons avec dans notre pays. Donc on l'achète spontanément. Chacun trouve son compte là-bas. Mais que ce qui concerne les vieux bébés, les grands comme nous là, faute de moyens et tout, nous replions vers les vendeurs à la souhaite, vers les vendeurs de comptoirs. Parfois c'est même le vendeur en route qui peut vous orienter. Et généralement il faut acheter chez quelqu'un qu'on connaît en route. I tried to purchase a Ferragan from the roadside, but I stopped because I discovered it wasn't the same packaging. It looked smaller than the standard Ferragan. It's used for pains, headaches, and when you're tired. Et je suis sûr que 80% des Camerounais ne connaissent même pas les médicaments contrefaits. Parce qu'ils n'ont pas la capacité de pouvoir reconnaître ces médicaments. Beaucoup de gens meurent à cause de ce qu'on parle de la contrefaçon. Moi, je ne connais pas. Ici, dans notre pays, nous avons des organismes chargés de distribuer des médicaments. La contrefaçon ne peut pas manquer. Mais rassurez-vous, nous sommes très peu nombreux à se ravitailler des médicaments de deuxième choix. Les médicaments les plus vendus avant il y a près de 5 ans, c'était des anti-inflammatoires. Mais de nos jours, la tendance semble basculer au profit des produits aphrodisiaques. C'est un secteur très informel. Et la vente illicite de médicaments est réprimandée. 90% of our supplies come from 2 principal wholesalers. For the authorized wholesalers, only import products that have been licensed for sale in Cameroon. But at the community pharmacy, we do enlightenment, we try to advise patients. We have, if you see at the entrance to the pharmacy, you see a poster warning people that they should beware of counterfeit drugs. There is no doubt that the parallel market constitutes at least half of the pharmaceutical market in Cameroon. The fight against falsified medicines in Cameroon is a multi-sectorial fight. For the public sector,
we have our main National Center for Drug Supply. Through that structure, we can say that we also control the drugs that are purchased through the National Drug Supply. The main challenge that we face is that we don't have staff at many points of entry because our borders are wide, very long. We are looking forward to improve the traceability of the drugs that are coming in. L'OCEAC, c'est une institution sous-régionale. La prolifération des médicaments contrefaits et substandards est identifiée par les États d'Afrique centrale. La lutte contre ce fléau constitue un des axes prioritaires de la politique pharmaceutique commune. L'OCEAC organise une conférence de lutte contre les médicaments contrefaits en 2014. Elle devrait aboutir à un plan d'action régional, concerté, multisectoriel, multidimensionnel, multidisciplinaire et multipartenaire. Nous avons la CEMAC, nous avons la CEAC. Donc, je voulais demander au Népal d'apporter des solutions pour les médicaments dans la zone CEAC, particulièrement la CEMAC. Nous allons mettre en place, après ça, une agence commune. Et nous faciliterons la tâche pour étendre notre mission à la douane, à l'Interpol, pour que ce travail puisse être effectif. The NEPAD agency is working with partners to implement the African Medicines Regulatory Harmonization Initiative, the AMRH. The AMRH is aimed at improving public health by facilitating access to safe, quality and efficacious essential medicines that are affordable to the majority of the African population. The AMRH is advancing policy and regulatory reforms, building institutional and human capacity, and promoting knowledge sharing among key stakeholders, thereby contributing to the development of the pharmaceutical sector in Africa. Merci. Wilfried, toi qui es toujours sur le terrain, j'imagine bien que tu t'es retrouvé là. Peut-être qu'il n'y avait pas le marché Acacia que tu aimes beaucoup, mais tu as peut-être reconnu le marché central. De toutes les façons, on a voulu juste en 5 minutes vous faire vivre ce que nous vivons tous les jours. Alors, qu'est-ce que nous faisons au niveau de l'Afrique centrale? Je vais peut-être demander à la technique de m'aider. Alors, quand je parle des pays de la CEMAC, je voudrais faire une précision qu'il s'agit là de 6 pays qui sont également les pays de la CEAC. Alors, quels sont ces 6 pays? C'est le Cameroun, c'est la Guinée équatoriale, c'est le Gabon, c'est le Congo, c'est la Centrafrique. Alors, ces pays-là ont en commun l'OCEAC, que vous allez voir sur la diapo qui suit. L'OCEAC, là, c'est une image des locaux. C'est l'Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale. Ces locaux se trouvent en face des locaux du Centre Pasteur du Cameroun à Yaoundé. Donc, je serais très heureux de vous voir passer nous dire bonjour si vous êtes de passage à Yaoundé. Alors, c'est donc là la structure de santé publique. Alors, au niveau de l'OCEAC, nous avons un programme d'harmonisation des politiques pharmaceutiques nationales. Et c'est au sein de ce programme que nous menons toutes les actions en ce qui concerne le volet, le secteur pharmaceutique. Alors, après une analyse de la situation, nous sommes parvenus à identifier les domaines prioritaires à harmoniser. Et après cela, en 2013, nous avons adopté une politique pharmaceutique commune. Ça, c'était vraiment au plus haut niveau de la communauté, à savoir la conférence des chefs d'État des pays de la CEMAC. Je vous avais vu le docteur Degui tout à l'heure, l'une des actrices principales, voilà, elle est là. Donc, les pays de la CEMAC disposent d'une politique pharmaceutique commune, dont la lutte contre les faux médicaments est un objectif spécifique de cette politique pharmaceutique commune qui a pour objectif général de mettre à la disposition des populations des médicaments de très bonne qualité
à moindre coût, sûr et surtout efficace. Alors donc, je vais m'attarder maintenant, ça c'était vraiment le gros, sur la thématique du jour. Comment est-ce que nous travaillons? Après cette observation que nous avons eue tout à l'heure au travers de la vidéo, il y a 3 choses. Ça, c'est vraiment ma présentation. Alors là, ma présentation, je vais m'étaler là sur 3 points. Je vais vous parler de l'analyse de la situation que nous avons fait parce que nous ne voulons pas apporter un traitement symptomatique, mais beaucoup plus, nous le voulons étiologique. Et pour cela, il fallait aller sur le terrain, toucher des réalités et à partir de cela, proposer des solutions. Je vous parlerai de cette analyse de la situation, ensuite de cette conférence de haut niveau qui a eu lieu en juin 2016 au niveau de Douala. J'ai bien vu que la Fondation Chérard, peut-être n'a pas précisé dans les diapos, Wilfried également, c'est également des soucis de communication auxquels faisait allusion le professeur Toumi tout à l'heure. Et nous avons même adopté une déclaration de Douala. De toutes les façons, vous le verrez tout à l'heure, par les ministres de la Santé. Et enfin, je vous parlerai de notre vision de la mise en œuvre de ce plan d'action adopté. Parce que vous savez, il ne faudrait pas que ça reste des textes. Hein. Ça peut aller dans les tiroirs tout de suite si rien n'est fait. Prochaine diapo. Alors, les travaux de consultance, nous avons recruté 2 consultants qui ont fait le tour des pays de la CEMAC. Gardez en mémoire, je vous en prie, ces pays qui ont été cités tout à l'heure. Ils ont fait le tour pour rencontrer les autorités de réglementation, rencontrer les acteurs, la police, la douane, pour comprendre pourquoi ce phénomène. Alors, quand ils ont donc fini cela, regardez ces chiffres, 25 à 55% du marché pharmaceutique des pays de la sous-région sont de très, très mauvaise qualité. Quand je dis 25%, vous allez voir que c'est une marge, puisqu'il s'agit de 6 pays, dans le pays le moins pollué, passez-moi l'expression, ce pourcentage serait de 25. Mais dans le pays le plus pollué, il serait de 55, donc plus de la moitié des médicaments. Alors, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a lieu de se mobiliser contre ce phénomène. Diapo. Alors, nous avons voulu vraiment comprendre quelles sont les classes thérapeutiques les plus intéressantes, quelles sont les classes thérapeutiques les plus contrefaites. Je sais que c'est la même chose partout, mais vous allez voir que les antiparasitaires, les antipaludiques, les antidouleurs, on a parlé des médicaments du dysfonctionnement érectile, apparemment c'est ça qui passe partout, le Viagra, le sildenafil, mais également des vaccins. C'est ça qui est encore plus inquiétant, c'est-à-dire des médicaments qui sont utilisés en santé publique, qui sont utilisés sur une population assez énorme, ces médicaments sont également contrefaits. Nous pensons que c'est un problème, mais on n'a pas oublié les compléments alimentaires. Bref, voilà de façon globale les classes thérapeutiques vraiment qui aiguisent l'appétit des contrefacteurs. Maintenant, qu'est-ce qui les intéresse? Pourquoi est-ce que ce phénomène va grandissant? Nous avons essayé de comprendre. Là, c'est les résultats de l'analyse de la situation que je vous donne. Qu'est-ce qui fait la faiblesse? Qu'est-ce qui est responsable de cette montée en puissance? Parce que nous nous sommes rendus compte que plus on parle, plus ça monte. Plus on parle, plus ça monte. Les actions sont menées, mais sur le marché, on trouve des mauvais médicaments ou alors le bon médicament dans le circuit illicite et qui finalement devient le mauvais. Parce qu'à la conférence de Douala, ça a été clair, un bon médicament qui se trouve entre les mains inexpertes est un mauvais médicament. On a vu qu'il y avait une faiblesse en matière de réglementation. Wilfried l'a bien relevé. Je ne veux pas revenir sur des sanctions, mais je pense que le docteur Thérèse, tout à l'heure, vous parlera du cas du Cameroun plus particulièrement. Et nous pourrons constater tout de suite que les sanctions ne sont pas énormes. Pour des faux médicaments qui sont assez rentables, on a vu plus que la drogue, plus que le trafic d'armes. Alors, monsieur sait très bien que si on le surprend, il peut payer de l'argent puisque c'est ce que les textes prévoient et du coup, il n'est pas inquiété par quoi que ce soit. Ça, c'était une raison. Je préfère bien les citer parce que c'est à partir de là que vous allez comprendre le plan d'action que je vous présenterai tout à l'heure. La faiblesse de la réglementation pharmaceutique, l'insuffisance du contrôle à l'importation, voilà, ça avait des grossistes. L'engagement politique n'était pas très bon. Il y a eu beaucoup d'initiatives au niveau du technique, mais lorsque vous n'avez pas le soutien politique, vous pouvez comprendre ce que ça donne. L'insuffisance de la coopération entre les pays de la CEMAC dans le cadre de la lutte. Alors, il était question vraiment, ici nous sommes rendus compte que les efforts individuels étaient inefficaces.
Lorsque vous passez au Cameroun, beaucoup de choses sont faites, au Gabon également, au Congo, tout ceci, mais nous sommes déjà dans un dynamisme de coopération sous-régionale. On pense que si on s'élève comme un seul homme, nous pouvons barrer la voie à ce fléau. Donc ça, c'était un problème également à identifier. L'accès limité aux structures officielles de dispensation, alors ça, moi-même, j'ai eu à le constater, à le dire. Lorsque vous allez au niveau en périphérie, vous n'avez pas peut-être des sites officiels de dispensation. Ça veut dire que si vous avez, pourtant des gens y vivent. Donc si vous avez un malade là dans ce coin, alors même si c'est vous, puisqu'il faut vraiment sauver sa vie, on va a priori prendre ce qui se trouve dans la rue en attendant d'arriver en ville. Ce phénomène a été relevé. Et bon, la multiplicité des intermédiaires lors des transactions, ça a été relevé tout à l'heure. Je crois que c'était le professeur, l'un des deux professeurs qui est passé. Ça, j'ai juste voulu, pour ne pas multiplier les diapos, prendre quelques-unes. Les résultats de l'analyse de la situation sont disponibles. Je vais vous dire tout à l'heure comment vous pouvez faire pour avoir tous ces documents afin d'avoir une bonne vision de ce qui est fait au niveau de l'Afrique centrale. Diapo. Alors, plus que nous avons eu à observer cela au travers de l'analyse de la situation, nous avons donc organisé une conférence. Vous avez écouté tout à l'heure le secrétaire exécutif de l'OCR dans le documentaire parler de 2014. Nous avons eu de la peine à organiser cette conférence, mais finalement, elle a eu lieu en 2016. Donc, on est juste revenu dessus. L'objectif pour nous était vraiment d'adopter un plan d'action sous-régional de lutte. Vraiment, gardons en esprit qu'il était question pour nous de mettre un thème aux efforts individuels. Ces efforts ont fait preuve de beaucoup d'inefficacité. Et quand je dis individuel, ce n'était pas seulement au niveau des États, mais également au niveau des acteurs. Que la police, que la douane, que tout le monde se mette en marche, se mette en place. Voilà, donc nous avons avant ça organisé un atelier des experts pour que nous essayons de refaire le point. Des consultants ont fait le tour. Alors, comment est-ce que vous voyez, comment est-ce qu'on a essayé de réfléchir, et ça, on l'a fait en 2 jours, avec le soutien de nombreux partenaires. Je salue encore l'IRACM qui nous a beaucoup appuyés et bien d'autres partenaires qui sont dans la salle. Et des professionnels de la santé sont venus, la douane, la police, la justice, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile, parce que nous avons également besoin d'écouter ce que pensent les associations des consommateurs, le grand public en général. Très souvent, nous faisons des choses qui restent au-dessus là-bas, mais qui peut-être ne rencontreraient pas le besoin de la population. Il était question pour nous de les écouter également. Prochaine diapo. Nous avons donc organisé cette réunion, cette conférence des ministres. Là, c'est une image, la cérémonie d'ouverture, pour ceux qui connaissent quelques autres autorités. Vous avez là le ministre Mamafouda du Cameroun qui présidait les travaux en lieu et place du Premier ministre, chef du gouvernement. À côté, ses collègues ministres et également l'ambassadrice de France. Ça, c'était vraiment le soutien politique. Et là, vous voyez que le panel était même assez étouffé parce qu'ils étaient assez nombreux. C'est tout le monde qui voulait être présent à cette conférence pour mieux comprendre ce qui se passe. C'était juste pour échanger quelques photos. On peut passer tout de suite. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'était le 23 juin 2016 à Douala, sous le très haut patronage de son Excellence Paul Biya, le chef de l'État du Cameroun. Vraiment, ça c'est... Vous avez relevé tout à l'heure que je parlais d'un engagement politique un peu faible. Mais de plus en plus, les politiciens sont en train de nous comprendre. C'est pourquoi le chef de l'État lui-même a accepté que cette activité soit placée sous son haut patronage et que le ministre préside les travaux. Alors, quel résultat obtenu? L'Afrique centrale, les pays de la CEMAC ont désormais un plan d'action sous-régional à 4 ans. 2016-2020, donc, la mise en œuvre de ce plan d'action est en cours. À côté, nous avons adopté une déclaration de Douala. Donc, à côté de la déclaration de Cotonou, à côté de l'appel de Cotonou, à côté de la déclaration de Sissa, je pense que nous pourrons désormais, dans notre littérature, mettre qu'il y a une déclaration qui a été adoptée à Douala le 23 juin avec pour thème, c'est un thème tellement ambitieux, mais je crois que nous pouvons arriver, mettre un thème au trafic des médicaments et au circuit illicite des médicaments en Afrique centrale. À côté, maintenant, nous avons enregistré les engagements des entités parce qu'il n'était pas nécessaire que ça reste seulement très théorique, mais on a voulu que les acteurs se mettent ensemble et s'engagent à soutenir ce plan d'action. Vous avez les partenaires techniques et financiers
tous ces groupements-là qui ont vraiment donné leur engagement, les organisations de la société civile, le secteur privé pharmaceutique, tout ce qui est grossiste-répartiteur, tout ce qui est producteur, industrie, laboratoire, dont Pierre Fabre également, et les ordres professionnels. Voilà. Alors, dans ce plan d'action, avec objectif général, vraiment de mettre un terme à la lutte contre les faux médicaments. Lorsque vous regardez l'image de cette petite fille, je suis un peu embêté parce que c'est une image floue, mais je ne pouvais rien. Mais croyez-moi, ce phénomène est réel. Cet enfant qui, au lieu d'être à l'école, se trouve derrière un comptoir de médicaments, je ne sais pas si l'enfant sait de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais des images comme ça, vous pouvez les avoir vraiment de plus en plus dans nos rues. Diapo. Bien. Je vais ici, à défaut de vous présenter le plan d'action de façon globale, vraiment vous faire une synthèse de ce plan d'action. Vous pouvez avoir, j'ai dit, les documents sont disponibles. Il y a 4 orientations stratégiques très importantes. Il y a d'abord la prévention, que je vais détailler tout à l'heure. Après la prévention, il y a la détection. Il faudrait que nous soyons capables de détecter. Il y a la riposte ou la réponse. Et enfin, la coordination. Le volet coordination revient toujours. En ce qui concerne la prévention, nous voulons optimiser le cadre juridique pharmaceutique dans la zone CEMAC. Ne perdez pas de vue, cette conférence de lutte reste une mise en œuvre de la politique pharmaceutique commune adoptée en 2013. Ensuite, nous voulons sensibiliser les acteurs sur la problématique des médicaments contrefaits et des circuits illicites. Je pense qu'il s'agit de l'IRACM, qu'il s'agit de REP, qu'il s'agit de l'Organisation mondiale de douane, ceci a été perçu par tout le monde. Il y a ce réel besoin de sensibilisation. Et à côté, nous voulons améliorer l'accessibilité et la disponibilité des médicaments. Comme on dit souvent, lorsque vous vous noyez, si vous n'avez pas un bateau ou bien un maître nageur, si vous voyez le serpent, vous allez vous accrocher sur sa queue. Pourtant, quand tout va bien, vous esquivez le serpent. Ça veut dire que même si nous sommes suffisamment informés des dangers du faux médicament, si nous n'avons pas le bon médicament à côté, alors là, on ira prendre le faux. Hein. Ça, c'est l'instinct de survie. La détection... j'ai oublié de vous dire que je n'ai pas voulu multiplier les diapos. Donc, je prends juste certaines orientations que je détaille. Sinon, je passerai la journée avec vous parce que ce document est assez volumineux. Dans la détection, nous voulons renforcer les capacités de détection des faux médicaments des acteurs impliqués dans la lutte. Lors de la conférence, il y avait une table ronde appelée détection. Voilà, on voulait utiliser les outils de traçabilité. Alors, à ce niveau, on a vraiment noté la nécessité de renforcer les mécanismes de détection. La douane, la police ne sait pas ce que c'est. La douane, bon, peut-être on ne va pas leur demander d'aller identifier, mais au moins qu'ils soient renseignés. Voilà. Maintenant, la riposte ou la réponse, on va faire ce qu'on appelle des opérations coup de poing. Opération coup de poing, vous aurez, Wilfried a déjà parlé d'opération Cobra, opération Pili, opération tout à l'heure. Je pense que le docteur Abon reviendra tout à l'heure sur des précisions, mais également, nous voulons tout de suite dire que nous envisageons multiplier des actions comme ça, c'est-à-dire pendant que nous essayons de prévenir, pendant que nous essayons de détecter, mais d'arrêter déjà la circulation de ce qui existe déjà. Et enfin, nous allons accentuer la coordination. Vraiment que la douane, la police, la justice, le ministère du Commerce, les professionnels de la santé, notamment les autres, que nous puissions, dans un élan de solidarité, dans une synergie d'activités, vraiment aiguiser nos âmes pour aller dans la lutte, mais également que les États n'essayent plus d'évoluer seuls. Même chose pour les organisations. Et c'est pourquoi je suis vraiment content de l'initiative de la Fondation Pierre Fabre. Vous avez appris qu'au niveau de l'Afrique centrale, il y a une mobilisation dans ce sens. Vous nous avez fait venir, c'est intéressant. Je pense que si nous avançons ensemble comme ça, nous allons peut-être pas éradiquer, mais au moins réduire de façon substantielle cette réelle menace. Maintenant, le plan d'action a été adopté. Nous avons planifié la mise en œuvre. On a voulu être vraiment aller step by step, comme le disent les anglophones. Nous nous sommes retrouvés du 7 au 8 septembre 2016 à N'Djamena au Tchad. Pourquoi N'Djamena? Je ne veux pas lancer les débats dans la salle, mais vous comprenez très bien qu'à N'Djamena, il y a ce phénomène de dépôt pharmaceutique
où des gens ne sont pas pharmaciens, mais qui ont quand même l'autorisation officielle, je dis bien officielle, d'exercer. Voilà, donc à un moment, il y aura certainement un problème de sémantique. C'est une pharmacie ou bien c'est un dépôt. Mais vous comprendrez qu'on va appeler pharmacie quand c'est le pharmacien, mais quand c'est le non-pharmacien, mais autorisé, on va appeler dépôt. De toutes les façons, les médicaments sont les mêmes. Voilà. Alors, le ministre de la Santé du Tchad est bienvenu. Notez une fois de plus le soutien politique. Ça, nous avons recherché. C'est un combat assez long et je pense que nous voyons déjà le bout du tunnel. Nous avons insisté sur le soutien politique. Et il était question pour nous d'identifier les activités prioritaires menées pendant les 2 premières années. Notre plan est à 4 ans et nous avons voulu avoir une bonne visibilité sur les activités de 2 ans. Et à côté, il faut mettre en place un comité sous-régional de suivi. C'est ce comité-là qui devra suivre ce qui est fait, formuler des recommandations. Voilà. Et nous avons donc voulu valider les thèmes de référence de ce comité de suivi, ce qui a été fait. Donc, en ce moment, le projet de décision de mise en place du comité de suivi est en cours et c'est dans les circuits de l'administration de l'OCEAC. Ce projet en gestation, on pense, arrivera à maturité dans les jours qui suivent. Quelques activités prioritaires, vraiment quelques activités prioritaires. Ça a été fait sous forme de tableau. J'ai essayé de vous constituer un tableau. Alors là, j'étais à 40 diapos. Pour 15 minutes, je n'ai pas voulu vous fatiguer les yeux. J'ai préféré lister ça de cette façon. De mettre en place des procédures d'application des mesures de suspension, de l'autorisation de commercialisation, de mise en quarantaine, de rappel de l'eau, de destruction des médicaments. C'est important pour nous. Également, et ça a été relevé à N'Djamena, que une mesure de base, une mesure essentielle pour lutter contre les faux médicaments, à côté de la sensibilisation et la communication, c'est l'amélioration de ce qu'on appelle le SINAM, le Système national d'approvisionnement en médicaments essentiels. Ça, c'était suffisamment important. C'est pourquoi nous insistons sur ce point. Doter les centrales d'achat, parce que, je regrette de le dire, mais c'est une réalité. Je n'ai pas des ambitions politiques dont je peux le dire. Le mauvais médicament est déjà rentré dans le circuit licite. Donc, nous pouvons le trouver partout. Donc, aujourd'hui, on n'est pas très sûr au moment où on demande à quelqu'un d'aller prendre des médicaments dans une pharmacie d'officine. Et on pense que si on resserre le système d'approvisionnement, on sera de plus en plus capable de dire, et surtout avec beaucoup de sécurité à un patient, approvisionnez-vous dans des lieux indiqués. Sinon, jusqu'ici, on court le risque de tomber également sur le mauvais. Également, nous voulons créer, ça n'existe pas encore, ou renforcer et rendre fonctionnel un laboratoire de contrôle de qualité de niveau 1 minimum au niveau de chacun des pays, parce que jusqu'ici, il y a un qui existe, c'est le LANACOM, le laboratoire du Cameroun, mais le LANACOM est déjà débordé et vous pouvez comprendre pourquoi. Donc, nous voulons que chacun des pays au moins essaye de mettre un laboratoire de niveau 1 dans un premier temps. Aussi, nous avons pensé à la couverture sanitaire universelle. C'est important dans des pays qui sont à revenus limités que nous puissions mettre en place cette couverture. Et aussi renforcer les capacités de destruction des produits pharmaceutiques. Renforcer les capacités parce que si ces médicaments sont énormes, si on a 55%, ça c'est pour prendre la marge supérieure. Pour les détruire, il faudrait que nous ayons des capacités énormes, peut-être pour éviter la pollution. Mais à côté, nous ne voulons pas trop les garder parce qu'on s'est rendu compte qu'en les gardant, souvent ça disparaît. Lorsque vous gardez 5 tonnes de médicaments et que vous parvenez à détruire 2 tonnes, et c'est tout ce que vous avez trouvé, alors on peut savoir où sont parties les 3 tonnes. Pourtant, si on a des énormes capacités de destruction, ça nous permet de réduire les fuites. De former tous les acteurs impliqués, l'IRACM, vous comprenez très bien ce que je dis là, vous le faites déjà, mais il y a encore un réel besoin de formation. Beaucoup de choses sont faites, mais il faut faire davantage. De mettre en place des comités nationaux multisectoriels surtout de lutte contre les faux médicaments. Dans certains pays, on est en train d'être mis sur pied, c'est encore en gestation, mais on a besoin d'appeler les autres pays à suivre l'exemple. Au Cameroun, on travaille dessus. Au Tchad également, j'ai vu ça. Je pense que le Gabon est en train de réfléchir dans ce sens. Donc, nous appelons tous les autres pays à le faire. Également, d'identifier les fabricants. Je peux vous rassurer, ce n'est pas seulement l'Inde ou la Chine, comme on le dit toujours. Il y a d'autres fabricants qui ne sont pas encore identifiés. Pourtant, c'est nécessaire de s'attaquer à eux. Et là, on va mettre sur pied des stratégies pour aller les chercher. Où est-ce qu'ils se trouvent?
Avec la porosité de nos frontières, nous avons pensé également aux activités transfrontalières de saisie. Au niveau des frontières, il y a beaucoup de choses qui passent par là. Vraiment beaucoup de choses, par le moyen de la route ou par quoi que ce soit. Mais il est important que nous essayions de réduire les ports au niveau des frontières et de mener des opérations concertées de lutte contre la criminalité pharmaceutique. Wilfried, ça t'intéresse, à travers une collaboration policière sous-régionale. Alors, donc, je ne veux pas être assez long, je ne sais pas si j'ai fini mon temps, mais je vais dire que il est possible pour nous, peut-être pas tout de suite, de parvenir à l'éradication de ce phénomène, mais au moins de le réduire de façon substantielle. Pour cela, il est nécessaire qu'une coopération soit mise en place, que les acteurs qui viennent d'horizons divers, qui ont des expertises différentes, se servent des coudes, mais également toutes les organisations, toutes les institutions, Pierre Fabre, que vous essayez de vous associer aux autres, voir ce qui est fait ailleurs, qu'il n'y ait pas gaspillage de ressources, qu'il n'y ait pas gaspillage d'énergie, que nous gagnons en temps pour pouvoir parvenir à pour pouvoir être efficaces dans notre lutte. Vous voyez qu'au niveau de l'Afrique centrale, c'est un agenda assez compliqué. On a un programme assez lourd, mais l'exécution est possible. Le soutien financier est suffisamment important. Je ne vous ai pas dit, c'est l'oubli, que c'est un plan d'action qui a été budgétisé à 15 milliards de francs CFA. 15 milliards de francs CFA, peut-être lorsque nous regardons les chiffres, ça inquiète. Mais si nous regardons que nous avons, avec 15 milliards, protégé la santé de beaucoup de personnes, alors je pense pour ma part, la santé n'a pas de prix. Et enfin, j'ai déjà parlé de cette conjugaison des efforts nationaux, régionaux et internationaux, vraiment pour une meilleure efficacité. Je vais m'arrêter là et faire place aux questions. Je vous remercie.